Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. François de Rugy fragilisé après les révélations de Mediapart sur ses fastueux dîners quand il présidait l'Assemblée nationale. Le ministre de la Transition écologique est d'ailleurs convoqué en ce moment même à Matignon par le Premier ministre, alors que 15 parlementaires sont soupçonnés de détournement de fonds publics malgré des règles très strictes en matière d'utilisation des frais de mandat. Le décryptage dans cette édition. La France, premier pays à taxer les GAFA avec l'adoption ce matin d'une taxe visant à imposer à hauteur de 3% du chiffre d'affaires réalisé sur le territoire national les géants du numérique. Colère de Washington qui ouvre une enquête et brandit la menace de sanctions économiques. Le débat est à suivre. Le retour de la consigne vécu comme un nouveau coup dur pour les finances des collectivités locales. La mesure dévoilée hier dans la loi sur l'économie circulaire suscite des inquiétudes. Il faut dire que le recyclage du plastique est devenu une source de revenus importante pour les territoires. On en parle dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera à salle de conférence Alexandre Poussard pour les réactions des sénateurs à cette actualité. Et puis Quentin Calmet en direct de la tribune de presse de l'hémicycle Le Multiplex, c'est tout de suite. La taxe GAFA définitivement adoptée après un ultime vote du Sénat dans un contexte accru de tensions entre la France et les États-Unis qui entendent enquêter sur des pratiques commerciales jugées déloyales et qui pourraient prendre des mesures de rétorsion comme des droits de douane punitifs. Explication Stéphane Amalian. Après la guerre commerciale qui oppose Washington à Pékin, Paris est dans le viseur de Donald Trump. En cause, la taxe dite GAFA, tout juste adoptée par le Parlement, qui vise à créer un impôt sur les activités des géants du numérique, dont les entreprises américaines Facebook, Apple, Google et Amazon. Alors que les États-Unis menacent de répliquer avec des droits de douane sur les produits français, Bruno Le Maire reste ferme et veut croire au dialogue. Je tiens à dire qu'il existe d'autres moyens, entre alliés, de régler nos différends que par la menace. Je tiens à dire également que la France est un État souverain, qu'elle décide souverainement de sa fiscalité et qu'elle continuera de décider souverainement de sa fiscalité. Le texte adopté prévoit notamment une taxe de 3% sur les entreprises du numérique, dont le chiffre d'affaires dépasse 750 millions d'euros à l'international et 25 millions d'euros en France. L'État espère empocher 500 millions d'euros par an, pas suffisant pour certains sénateurs qui ont tout de même soutenu la mesure. Je pense que M. Trump aurait été encore plus fâché si la version qu'on souhaitait était passée. Non, je pense que c'est le minimum ce qui est passé aujourd'hui. Et ce minimum met hors de lui encore M. Trump qui sur tous les sujets menace, et là il menace la France. Le G7 des ministres des Finances se tiendra en France à la mi-juillet, l'occasion pour Bruno Le Maire de s'entretenir avec son homologue américain. Et le locataire de Bercy l'assure, lorsque l'OCDE aura adopté une solution d'imposition crédible des activités numériques, la France retirera sa taxe. Et on prend tout de suite la direction de l'hémicycle où on retrouve Quentin Calmet. Il a suivi pour nous les débats autour de l'adoption de cette taxe. Et particularité ce matin, bien, elle a été scrutée par les médias du monde entier. C'est dire l'enjeu de cette mesure, Quentin. Oui, tout à fait Delphine, il y avait un contraste saisissant ce matin lorsque vous allez le voir sur ces images, par un vote à main levée, eh bien, le Sénat et donc le Parlement a entériné la toute première taxe en Europe sur les GAFA, ces géants de l'Internet mondial. Et effectivement, il y avait juste à la sortie de l'hémicycle plusieurs télévisions étrangères et pas les moindres, pas les plus petites. On parle de CNN, de la BBC, la chaîne britannique, ou encore la télévision publique allemande. Elles attendaient Bruno Le Maire qui est venu effectivement se présenter à eux avec une déclaration qu'il avait préparée et effectivement cette déclaration que vous avez entendue dans le sujet de Stéphane Amalian, eh bien il était question de cette menace entre alliés. On ne se menace pas, un élément de langage qui avait aussi été préparé en anglais. Le ministre de l'économie a ainsi répété en anglais cet élément de langage et c'est donc effectivement que cette phrase était préparée aussi à l'international. Je vous propose d'écouter le ministre de l'économie tout à l'heure au micro de Stéphane Amalian. C'est l'adoption définitive. Donc la France est désormais le premier État à introduire en Europe une taxation des géants du numérique. Je crois que c'est une décision qui est juste, qui permet de rétablir de l'équité fiscale entre les grandes entreprises du numérique et les autres entreprises.
Et c'est une décision nécessaire pour garantir le bon financement des biens publics au XXIe siècle. Voilà, au XXIe siècle, une forme de taxe du XXIe siècle, rien de moins. Et effectivement, cette taxe du XXIe siècle, elle devra se faire finalement dans un second temps à l'international. Mais ça, Delphine, je vous propose d'en parler dans un second temps, plus tard dans cette émission. Merci beaucoup Quentin. Effectivement, on vous retrouve tout au long de cette édition. Puis on reviendra aussi sur les conséquences de cette loi avec mes invités dans le débat. Autre temps fort de l'actualité au Sénat ce matin, c'est l'audition de l'ancien ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg. Il était entendu par la Commission des affaires économiques sur la situation de General Electric. Et vous allez l'entendre, il n'a pas hésité à charger l'ancien ministre de l'économie, devenu président, Emmanuel Macron. On l'écoute. La responsabilité politique de la part d'un ancien ministre, c'est d'accepter de rendre des comptes. La reddition des comptes a été inventée au 5e siècle avant Jésus-Christ, sous le siècle de Périclès, dans la démocratie athénienne. Et vous savez, à l'époque, la reddition des comptes, lorsque dans l'agora, un magistrat avait mal agi, cela pouvait se terminer par la lapidation. Bon, nous n'en sommes heureusement pas là. Nous avons des commissions d'enquête amicales, ou courtoises, où on répond de nos actes. Donc nous avons bien civilisé la reddition des comptes. Je trouve parfois qu'on devrait un peu la durcir. Voilà pour Arnaud Montebourg. Alors qu'en pensent les sénateurs? On voit ça avec Alexandre Poussard, avec le sénateur LR de la Haute-Saône, Michel Raison. Et oui, Michel Raison, est-ce que Emmanuel Macron est responsable de cette situation à General Electric et de ces suppressions d'emplois? Alors ce serait injuste et violent de dire qu'il est responsable, mais il a forcément une responsabilité, comme tout personnage politique chargé de l'avenir d'un pays. Donc il était à l'époque ministre et François Hollande était président, et donc Arnaud Montebourg, et on s'en rappelle, n'était pas d'accord avec la solution General Electric. Il avait proposé d'autres solutions. Je pense sincèrement que c'est, évidemment c'est facile à dire aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, il l'a dit, lui, Arnaud Montebourg. Donc on peut pas lui reprocher ça. Et il s'avère qu'il devait plutôt avoir raison, mais il se basait sur l'expérience. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a démantelé en morceaux une de nos entreprises, ça a toujours fini comme ça. En particulier d'ailleurs quand c'est des grosses entreprises américaines qui les rachètent. Et est-ce que vous considérez justement qu'Alstom a été vendu en pièces détachées en 10 ans aux intérêts étrangers? Évidemment, c'est le constat qu'on est obligé de faire. Et d'ailleurs, il a cité à juste titre Nicolas Sarkozy qui avait fait fonctionner l'État pour essayer d'éviter ça à une époque. Et je suis d'ailleurs en économie, je ne suis pas un très libéral. Je suis gaulliste, donc De Gaulle n'était pas un très libéral. L'économie, elle est comme la nature. Alors, les écologistes ne vont pas être contents quand je dis ça. Mais si vous laissez la nature faire tout toute seule, on va tous crever de faim. Et si vous laissez l'économie se faire tout toute seule, c'est pas ce qui est complètement le cas dans notre pays, mais si on la régule pas plus, et si on ne prend pas des décisions fortes, et qu'on ne met pas la force du politique pour éviter le démantèlement de notre pays, on le voit bien, on va bientôt plus avoir d'industrie dans le pays. Alors, ce rachat de la branche énergie d'Alstom par General Electric s'est passé il y a 4 ans. Mais Arnaud Montebourg l'a dit ce matin, il est possible aujourd'hui de bloquer cette vente. L'État peut le faire. Est-ce que l'État doit le faire? L'État doit tout essayer. On ne sait pas le résultat. D'ailleurs, il n'a pas dit que c'était gagné d'avance. Mais on sait que les combats perdus, c'est ceux qu'on n'a pas conduits. Donc, s'il regarde ça de façon détendue en se disant il n'y a rien de grave, c'est dramatique. Dramatique. Alors évidemment, il y a le drame que vit le territoire de Belfort. D'abord ses salariés, l'histoire même qui est remise en cause du territoire de Belfort et la force économique de ce territoire. Mais au-delà de ça, il y a la continuité du démantèlement de notre industrie française. D'ailleurs, Arnaud Montebourg a mis en parallèle l'agriculture, qui est un dossier différent, mais qu'on est en train de massacrer aussi dans notre pays. Et justement, on peut faire un parallèle. Est-ce que, avec la fin des quotas et l'ouverture au marché, à la concurrence étrangère, est-ce que ça fragilise les filières françaises comme le sucre actuellement? Le sucre, il l'a cité d'ailleurs ce matin, mais évidemment que ça nous fragilise, puisqu'on se met en concurrence avec des gens avec qui on ne peut pas lutter. Et comme on a une autre spécificité en France, c'est de nous mettre des boulets que les autres n'ont pas, on est en train, petit à petit, année après année, de perdre des parts de marché et on va bientôt devenir importateur net dans notre pays. Mais c'est dramatique. Et donc il faut assumer d'être protectionniste, comme Arnaud Montebourg l'a fait ce matin, et de lancer une vraie bataille commerciale avec les États-Unis et la Chine. J'emploierais pas le mot de protectionnisme. Pour protéger l'industrie.
Oui, mais le protectionnisme, on refuse de complètement importer. Voilà, donc un protectionniste, au bout d'un moment, il en crève parce qu'il faut aussi qu'on exporte. Donc je ne suis pas un protectionniste au sens primaire du terme, mais on doit en effet se protéger, mais protéger notre production pour pouvoir continuer d'exporter. Voilà, mais protectionniste, faisons attention. En un mot, est-ce que l'Union européenne sert encore à quelque chose? Arnaud Montebourg n'y croit plus. Moi, j'y crois un peu plus que lui, mais à condition que les politiques fassent leur boulot. Je dis toujours que lorsque l'administration remplace le politique, j'en veux pas à l'administration, j'en veux au politique qui fait pas son boulot. Très bien, le politique est responsable. Merci. C'est le politique qui est responsable. Merci Michel Raison d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Alexandre pour cette nouvelle réaction. Après les dîners au homard arrosés de grands crus, de nouvelles révélations de Mediapart pointent du doigt les dépenses réalisées par François de Rugy pour rénover l'appartement qu'il occupe dans le cadre de ses fonctions de ministre de la Transition écologique. Et ces révélations viennent chaque jour un peu plus l'affaiblir à ce poste. Je vous le disais, il est d'ailleurs en ce moment même à Matignon, convoqué par Édouard Philippe. Les explications de Jordan Klein. 63 000 € aux frais du contribuable. C'est la somme qu'a dépensé François de Rugy pour rénover son appartement privé du ministère de l'écologie. Dans le détail, le ministre a fait installer un dressing géant d'une valeur de 17 000 €. Il a aussi refait la peinture pour un montant de 35 000 €. Le cabinet du numéro 2 du gouvernement explique que le coût des travaux se justifie par le caractère particulier du bâtiment et la nécessité de faire appel à des artisans qualifiés. Je suis évidemment très attentif à ce que toutes les explications soient données et que si avec des personnalités extérieures, comme la déontologue de l'Assemblée par exemple, mais ça peut être d'autres formules, il y avait des vérifications à faire, je suis tout prêt à m'y livrer. Des révélations qui arrivent un jour seulement après celles sur les dîners opulents organisés par François de Rugy lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Des photos avec des plats onéreux ont fait le tour des réseaux sociaux. Le homard est même devenu un hashtag sur Twitter. Au Sénat, le président du groupe socialiste dénonce des imprudences commises par le ministre. Il a fait une faute. Il a fait une faute, une maladresse. Enfin, à lui d'en juger. Ce qui est certain, c'est que M. de Rugy a peut-être été imprudent. C'est qu'on est dans un moment de trouble profond de notre modèle de civilisation, il y a une crise économique. En réponse à cela, le pouvoir montre quoi? Des photos avec des homards et des grands crus. Et je trouve que c'est terrible pour la démocratie. Ce mercredi, Mediapart a aussi révélé que la directrice de cabinet de François de Rugy a conservé un logement social inoccupé à Paris pendant 12 ans. Ce matin, elle a annoncé qu'elle quittait ses fonctions. Et on continue les réactions avec vous, Alexandre Poussard, avec le sénateur LR, ancien ministre Gérard Longuet. Et oui, Gérard Longuet, François de Rugy est actuellement dans le bureau d'Édouard Philippe à Matignon. Est-ce que François de Rugy peut encore tenir politiquement à son poste ? Je crois qu'il est dans une tourmente médiatique extrêmement forte et l'expérience prouve que c'est jamais confortable et que cela rend l'exercice de l'autorité beaucoup plus difficile. Maintenant, à titre personnel, j'ai beaucoup de prudence. D'abord parce que quand une attaque est faite, il faut savoir de quoi il s'agit. En vérité, le président de l'Assemblée nationale est quelqu'un qui exerce des responsabilités importantes et qui a le rôle prestigieux de représenter le Parlement français dans toute une série de circonstances. Alors c'est vrai que le train de vie de l'hôtel de Lassay n'est pas celui de la sous-préfecture de Commercy, je suis d'accord. Bien sûr, mais des dîners avec du homard, du champagne, du château Yquem, avec des amis, est-ce que c'est acceptable ? Il faut rentrer dans le détail. Les tables officielles ne sont pas faites pour les amis. Mais il se trouve parfois qu'il y a des amis qui ont des responsabilités officielles. Voilà, il faut faire le tri. Je crois que c'est une question d'éducation, j'ai envie de dire. Et la République n'est pas là pour nous permettre de vivre nos fantasmes, mais il ne faut pas non plus interdire à des autorités qui représentent notre pays et des institutions majeures, il ne faut pas leur interdire d'exercer cette fonction de représentation. Alors, autre point de cette affaire, Mediapart révèle que François de Rugy a rénové ses appartements privés du ministère de la Transition écologique pour 63 000 € de travaux aux frais du contribuable. Par définition, quand l'État
quand l'État entretient ces bâtiments. Je vous rappelle que le ministère n'appartient pas à M. de Rugy, et il y a eu un ministre avant qui a vécu dans des pièces, et il y aura un ministre après, et l'entretien du bâtiment relève de toute façon du budget de l'État, et tout ce que nous payons, y compris Public Sénat, c'est le contribuable qui le paye. Donc il n'y a pas de problème de décence, d'exemplarité sur cette Je trouve que, si vous voulez, les budgets privés, c'est pour ça que je suis libéral d'ailleurs, sont en général plus modestes que les budgets publics. Car quand c'est vous qui sortez l'argent, vous faites attention et vous comptez au centime près. Quand c'est un système public, c'est toujours plus cher. Alors, autre affaire qui secoue le Parlement cette fois, 15 parlementaires ont été signalés par la justice, à la justice par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour détournement de fonds publics en lien avec l'usage de leurs frais de mandat. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'affaires ? Moi, je voudrais que M. Ferrand et M. Larcher s'expriment sur le sujet, parce que nous avons des frais de mandat. Et il nous a toujours été dit que ces frais de mandat étaient sous la libre responsabilité des parlementaires. Si j'invite un journaliste à déjeuner, suis-je dans mon rôle ? Moi, j'ai tendance à penser que oui. Et de la même façon, si je retiens à un dîner un investisseur étranger qui va peut-être créer des emplois chez moi, je suis dans mon rôle. Demain, si le parquet financier décide que je me goberge aux frais du contribuable, pour reprendre votre formule, je considère que le parquet financier ne serait pas dans son rôle parce qu'il y a une séparation des pouvoirs et nous n'avons pas à être jugés dans l'action qui est la nôtre par d'autres Français que par nos électeurs. Très bien, ce sera aux électeurs de juger. Merci. Je le pense profondément. Merci Gérard Longuet d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre pour cette réaction qui, je suis sûre, va alimenter le débat tout de suite. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Suzanne Vergnol. Bienvenue à vous. Vous êtes administratrice de l'association Regard Citoyen. C'est vous qui publiez le site nossénateurs.fr. C'est l'Observatoire citoyen de l'activité sénatoriale. Sur ce plateau également, Maître Seban, bienvenue à vous. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Et puis deux parlementaires, Vincent Delahaye, vous êtes sénateur centriste de l'Essonne, et Arnaud de Belenet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes sénateur La République En Marche de Seine-et-Marne. Le 15 septembre 2017 était votée la loi pour la confiance dans la vie politique. Vincent Delahaye, est-ce que tout est à refaire aujourd'hui selon vous ? Pas du tout, pas du tout. Il y a eu de très grosses améliorations qui ont été apportées à la fois par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et par la loi de moralisation de la vie publique. Et il y a eu des scandales qui ont provoqué cette réaction à la fois du gouvernement de l'époque et des élus. Et il y a des gros efforts qui ont été faits par les parlementaires notamment, qui sont toujours mis un petit peu en avant. Hein. C'est vrai qu'en France, on aime bien mettre en avant tout ce qui dysfonctionne, et on a l'impression que c'est pas que des cas particuliers, alors qu'à l'étranger, plutôt, on ne met pas trop en cause le système, on dit que le système est bon, mais il y a effectivement des brebis galeuses, ça arrive qu'il y a des choses qui ne se passent pas très bien. Et c'est vrai que sur le plan... de François de Rugy, ça vient quand même justement... On entendait juste à l'instant les frais de mandat. Les frais de mandat, c'est vrai qu'il y avait une liberté totale, une trop grande liberté auparavant, c'est vrai. Et il y a un certain nombre de parlementaires qui en ont profité pour acheter par exemple leur permanence, et acheter des biens. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut le dire. Il faut que tout le monde l'entende. C'est plus possible de le faire. Et on est super contrôlé sur ces frais de mandat, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc on a un contrôle. Alors on y viendra sur ce point, voilà. Puisqu'on a rappelé... Non, mais il faut savoir qu'il y a eu des améliorations considérables. Alors après, on viendra sur le cas de M. de Rugy. On va y venir justement. Arnaud de Belenet, ce cas particulier, celui du ministre de la Transition écologique, je le rappelle, il est convoqué en ce moment même à Matignon par Édouard Philippe. Sa position paraît difficilement tenable selon vous ? Ce que je constate d'une manière générale, et je rejoins ce que dit mon collègue du Sénat, ce que disait Gérard Longuet à l'instant, ce que je constate d'une manière générale, c'est qu'il y a une zone grise. La morale est de plus en plus exigeante, la transparence progresse, et c'est sans doute pour ça qu'on évoque de plus en plus un certain nombre de sujets, mais il demeure une zone grise. On voit bien que les choses ne sont pas étanches entre la vie privée et la vie publique. C'est vrai à l'échelon local, c'est vrai à l'échelon national. Ça veut dire quoi, ces dîners, ça relève de la vie privée? C'était pourtant à l'Assemblée nationale, avec des vins émanant de la cave de l'Assemblée nationale, organisés par le personnel de l'Assemblée nationale. Et est-ce que les invités sont liés à l'exercice du mandat ou pas? C'est très subjectif. Et on voit bien qu'on a besoin de rendre les choses complètement étanches. Et sur nos indemnités de frais de mandat, on est dans une zone grise là aussi. Les choses ont progressé. Si on va au bout de ce que commençait à évoquer Gérard Longuet, l'indemnité de frais de mandat, c'était une rémunération des parlementaires. C'était souvent ça.
pas toujours, mais c'était une somme perçue et librement utilisée par les parlementaires. À l'origine, c'était ça, de toute façon. À l'origine, c'était ça. Et donc, ça pose une question très simple, c'est est-ce qu'on paye nos parlementaires mieux? Combien? Je me souviens que quand Julien Drey avait évoqué, je crois qu'il citait le chiffre de 9 000 € par mois, une rémunération plus forte des parlementaires, et en contrepartie, il n'y avait plus d'indemnités ou alors des remboursements de frais dûment justifiés avec le nom des invités, etc., comme on le fait en entreprise et comme on le fait dans nos communes, ça avait suscité une grande polémique. Dans un contexte, on voit de défiance accrue, justement, des citoyens vis-à-vis des élus. Il y a encore cet exemple de François de Rugy. Et vous êtes en train de nous dire qu'on ne paye pas suffisamment les parlementaires? C'est comme non, ça c'est pas ce que je dis. Merci de me faire préciser, parce que si j'étais ambigu, merci de me faire préciser les choses. Non, mais on voit bien que les choses ne sont pas étanches. Et quand on avait une rémunération des parlementaires qui était de l'ordre de 10 000 € par mois, et qu'on transforme ça en indemnité de mandat, on voit bien qu'on ne règle pas le problème. Et on a maintenu une indemnité de frais de mandat dont l'utilisation est grise. Et c'est ça mon message. C'est cadré, c'est contrôlé. Mais est-ce que j'ai le droit d'inviter qui je veux à déjeuner ? Est-ce qu'inviter un journaliste, c'est pas effectivement ne pas exercer son mandat et aller passer un bon moment? C'est très subjectif. Et si on ne clarifie pas les choses et si on ne rend pas tout étanche, on aura de plus en plus des problèmes parce que très légitimement, nos concitoyens sont en appétence non plus seulement de l'égalité, parce que dans le sujet Rugy, c'est pas un problème de l'égalité, c'est un sujet de question de moralité. Et la moralité progresse. Et donc on fonctionne avec des règles qui sont déjà anciennes, qui datent, mais la pratique évolue doucement. Faire agir les autres invités, et l'exigence est toujours de plus en plus forte. Suzanne Vergnol, on a entendu aussi David Cormand, ce sont des images terribles pour la démocratie, dit-il. Alors, effectivement, on a cette question de ce qu'attendent les citoyens en termes de probité, en termes de moralité de la part de leurs élus, de la part de leurs représentants publics. Je rejoins le sénateur qui est présent. On attaque beaucoup les parlementaires. On aimerait peut-être avoir aussi un petit peu de transparence sur l'état des dîners qui sont organisés, non seulement au sein de l'Élysée, mais aussi de Matignon et des ministres. On a vu il y a quelques années des réactions très vives des citoyens à l'égard des dîners qui étaient organisés par Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre. Donc on a ce besoin d'avoir plus d'informations, notamment sur ce qui est organisé par les représentants. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, il y a trop d'opacité, c'est ce que vous dites, malgré les comités de déontologie parlementaire qui existent dans chaque assemblée? Alors déjà, le Parlement est très transparent sur beaucoup d'informations. On a énormément d'informations qui sont disponibles, à l'inverse de, par exemple, ce qui se passe dans le gouvernement, où là, pour le coup, les travaux du gouvernement sont très opaques. Alors, on a beaucoup de transparence sur les travaux parlementaires. Effectivement, sur la question de l'utilisation de l'argent public au sein des hémicycles, enfin, au sein des assemblées plutôt, c'est plus restreint. Alors, on a gagné du terrain en termes de transparence parce que le règlement budgétaire, comptable et financier de l'Assemblée nationale est rendu public régulièrement. Donc il y a des avancées, mais on constate qu'il y a encore des progrès à faire. Maître Seban, quel regard portez-vous justement sur ces différentes affaires? Écoutez, je ne suis pas sûr que la loi puisse toujours tout régler. Et que finalement, ça ne soit pas une histoire de culture de la sobriété, de la déontologie qui soit en jeu dans ces affaires-là. Le bon sens aurait voulu que le président de l'Assemblée nationale n'invite pas ou n'offre pas des vins de ce prix-là ou des mets de ce coût-là, quels que soient les invités, ou alors il aurait fallu qu'il s'agisse du président d'une autre assemblée ou du... donc on est, à mon sens, plus sur une culture de la déontologie. Vous voyez, ce matin, je faisais une formation sur la déontologie dans un grand établissement public et sur les règles qui s'appliquent en matière de marché public. Je pense qu'il y a cette culture-là, elle doit innerver notre vie politique et totalement notre vie politique. Je crois qu'on a encore cette idée qu'à certaines fonctions, on est un peu hors sol. C'est-à-dire qu'on peut finalement ne pas s'exonérer de certaines règles. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais je pense que c'est plus là le problème que d'édicter de nouvelles règles. Alors les Anglais, qui avaient eu beaucoup de problèmes sur les frais, ont mis en place une autorité qui vérifie les frais des parlementaires britanniques. Bon, est-ce que c'est le sujet? On voit bien que la haute autorité de transparence de la vie publique joue un rôle important et même signale des faits qui lui semblent anormaux. Donc elle crée cette tendance-là. Est-ce que finalement, un peu comme, je veux dire, dans une entreprise, le commissaire aux comptes vient vérifier
vérifier qu'il n'y a pas de choses qui soient anormales? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir cette vérification? C'est peut-être ça la tendance, mais encore une fois, il me semble qu'on est plus sur des problèmes de mesure, de déontologie, que sur des problèmes de modification des règles, parce que ça ne me choque pas que le président de l'Assemblée nationale offre des bons vins à des personnes qui sont de son niveau ou qu'il reçoit dans le cadre de son mandat. Mais pas des amis. Mais pas des amis. Arnaud de Belenet, ensuite Vincent. Moi, je fais le constat quand même que l'exigence morale progresse beaucoup plus vite que l'exigence légale. Et c'est cette zone grise qui fait l'objet de polémiques régulières. C'est pas nouveau. Le travail se fait, la mise en adéquation se fait de mieux en mieux au fil du temps. Et je pense que nos élus, d'une manière générale, n'ont jamais été aussi transparents et économes et simples dans la gestion des biens publics qu'aujourd'hui. Justement, ne vient pas tout remettre en cause, Arnaud de Belenet. C'était le sens aussi de ma question. Et oui, il y aura toujours des exemples. Et puis on peut se demander pourquoi il y a cet exemple-là. Je pense que ce sera l'objet d'une attention dans les jours qui viennent. Mais vous savez, Charles de Gaulle et Yvonne et Madame de Gaulle, qui servaient, quand c'était dans leurs appartements privés, les poulets de Colombey, les deux églises, pointaient très bien quelque chose qui, je crois, est spécifique à la France. C'est qu'on a deux passions, à la fois la soif d'une égalité très forte et la recherche de privilèges pour chacun. Et je crois que sa formule était « chaque Français cherche un ou plusieurs privilèges, c'est sa façon d'exprimer sa passion pour l'égalité ». Et cette formule très paradoxale, elle illustre bien notre ambivalence et parfois nos injonctions contradictoires. C'est vrai que ce qui est paradoxal chez François de Rugy, c'est qu'il a contribué à réduire le train de vie de l'Assemblée nationale. Il était à l'origine justement d'une réforme du règlement allant dans ce sens. Elle est plutôt dans ce sens, mais effectivement, je crois que le problème qui se pose là, c'est la contradiction entre les paroles et les actes. Donc, quand on fait de la politique, il faut s'assurer que ce qu'on dit, on l'applique bien. Ça, je crois que c'est la première des choses. Ensuite, c'est choquant, effectivement, qu'ils disent c'est finalement, il se défend, c'est un peu acrobatique sa défense. Parce qu'il dit on veut garder le contact avec la vie réelle. Et en fait, la vie réelle, c'est de présenter des homards géants et des vins fins à des groupes de personnes qui ne sont pas des ministres ou des représentants étrangers, par exemple, de politique étrangère, qui pourraient valoir la peine qu'on leur montre effectivement des repas comme on sait en faire en France. Donc moi je crois qu'il faut plus de simplicité et moins de faste. Et on reste quand même sur un fonctionnement qui parfois est un peu fastueux. Voilà, on peut aller dans ce sens. On peut mieux faire et il faut améliorer les choses. Voilà. Et on le fait d'ailleurs, parce qu'on parlait de commissaire aux comptes, mais nous, on a des experts comptables qui contrôlent nos comptes. Les comptes de nos frais, ils sont contrôlés. Moi, mes comptes, ils ont été contrôlés cette année. Et ça vous paraît normal? Et ça me paraît complètement normal. Mais attendez, moi, j'ai fait de l'audit, ça me paraît tout à fait normal. J'ai aucun souci par rapport à ça. Alors, on en parlait. Dans ce contexte, on a appris aujourd'hui que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a épinglé 15 parlementaires, dont le sénateur centriste de la Marne, Yves Détraigne, pour des soupçons de détournement de fonds liés à l'usage de leurs indemnités de frais de mandat. Celui-ci plaide la bonne foi. Explication Samia Dechir. Il dit avoir découvert cette affaire dans la presse. Le sénateur Yves Détraigne fait partie, d'après le journal Le Monde, des 15 parlementaires de la législature précédente visés par une enquête pour des soupçons de détournement de fonds publics. Par téléphone, l'élu centriste affirme ne pas savoir précisément ce qu'on lui reproche et n'avoir jamais été contacté par la justice. Le sénateur centriste aurait, d'après l'article, viré une partie de ses avances pour frais de mandat non utilisés sur son compte personnel. S'il confirme l'ouverture d'une enquête préliminaire, le parquet national financier refuse d'évoquer les noms des élus concernés et les faits étudiés. Il a été saisi fin 2018 par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. D'après les informations du Monde, 15 parlementaires sont soupçonnés d'avoir utilisé une partie de leur enveloppe de frais de mandat pour des dépenses personnelles, des dépenses de 20 000 à 80 000 euros par élu, opérées entre 2015 et 2018. Depuis 2015, l'utilisation de cette enveloppe, 6 109 euros net par mois pour les sénateurs, 5 800 pour les députés, est normalement fléchée sur des dépenses exclusivement liées au mandat des élus. Seraient concernés, d'après Le Monde, 8 sénateurs dont 5 encore en exercice et 7 députés dont 2 siègent encore actuellement. Tous n'ont pas forcément été informés. Le parquet national financier peut choisir d'enquêter secrètement pour plus d'efficacité.
Suzanne Vergnol, on voit aujourd'hui que peut-être les règles ne sont pas suffisamment claires pour tous les parlementaires. On a entendu Yves Détraigne qui plaide finalement la bonne foi. Est-ce que sa ligne de défense est tenable là aussi ? Alors nous, en 2017, on a lancé une initiative pour justement avoir accès aux dépenses des parlementaires, parce qu'on considère que, comme il s'agit d'argent public, ces dépenses doivent être transparentes. Donc depuis 2007, on a gravi les échelons de l'ordre administratif, en commençant par la CADA, puis le tribunal administratif et enfin le Conseil d'État. Chacune de ces instances nous ont refusé l'accès à ces dépenses sur divers fondements juridiques, et le Conseil d'État a invoqué la souveraineté nationale comme argument pour refuser cet accès. Ce qu'on voit fondamentalement, c'est que... Est-ce qu'un contrôle citoyen, ça permettrait d'éviter ce type de... En fait, de cas. Effectivement, la question, c'est de savoir si les contrôles qui ont été mis en place permettent d'éviter ce genre d'affaires. Et la déontologue de l'Assemblée nationale l'a dit à plusieurs reprises. Le fait de contrôler les députés, les dépenses des députés, est un travail titanesque qui n'est pas dans son rôle et qui n'est pas possible pour elle. Donc effectivement, faire la transparence sur ces dépenses permettrait notamment, d'une part, la peur de voir que les mauvais usages soient dévoilés, mais aussi un contrôle plus général, avec beaucoup plus de personnes qui pourraient effectuer ce contrôle. Maître Sevran, il faut de la transparence à tout prix aujourd'hui ? Je ne suis pas un apôtre absolu de la transparence, parce qu'il peut être intéressant pour un parlementaire de rencontrer un expert, de l'inviter à déjeuner, de rencontrer un autre parlementaire et de ne pas avoir à justifier forcément de l'ensemble de ses rendez-vous et de son activité. Je ne suis pas certain que la transparence à tout prix soit un gage de démocratie. Je pense dans le même temps qu'il faut fixer des règles, que ces règles elles doivent être respectées, et qu'il faut éventuellement qu'une autorité que se choisiraient les parlementaires puisse être un gage, quelque part, du fait que ces dépenses sont effectuées dans l'intérêt du service, comme on dit, d'une certaine manière, enfin, du mandat. La transparence à tout prix me semble pas, je veux dire, la garantie absolue d'une... Voilà, je comprends on a déjà la transparence sur les revenus, on a la transparence sur le patrimoine, donc les choses sont... La transparence sur le patrimoine, non, parce que y a pas de les déclarations de patrimoine des représentants ne sont pas rendues publiques. Oui. Et ça, c'est une excellente chose. Nous, on s'est opposés. Quand il avait été question, on s'est opposés. Nous, on n'est pas pour la transparence. Mais ils peuvent être consultés. Oui, alors, ils peuvent être consultés en préfecture. Ça veut dire que tout le monde peut y avoir accès. La personne qui sortirait une quelconque information a des sanctions pénales. Oui. Donc, c'est une consultation pour sa propre information. Donc nous non plus, on n'est pas pour la transparence à tout prix. Ce qu'on essaye de restaurer, c'est la confiance et de montrer que la majorité des parlementaires font effectivement un bon usage de leur usage public, de leur fonds publics. Et bien évidemment, le cas d'inviter un journaliste, d'inviter un collaborateur, c'est pas du tout ça le problème. Ça ne choquerait personne. Alors si on en vient au cas d'Yves Détraigne, visiblement, il a acheté des véhicules personnels. Oui, est-ce que c'est encore possible de faire... Vous savez combien on a de parlementaires en France ? 935. On en cite 15 là. 15 qui sont... Alors il faut remettre ça quand même en proportion. 15 par rapport à 935. Donc c'est pas tout le monde. Nous, on a décidé au Sénat, effectivement, de se faire contrôler non pas par la Cour des comptes ou par des magistrats publics, mais par l'ordre des experts comptables. Donc, c'est des experts comptables qui viennent et contrôlent. Moi, je suis effectivement pas non plus favorable à ce que tout le monde puisse venir voir avec qui on déjeune ou avec qui on dîne. Alors là, il ne s'agit pas de déjeuner. On a décidé de savoir qui on rencontrait. C'est aussi des achats de voitures, de permanences parlementaires. Ça c'est quelque chose qui existait, alors, notamment les travaux sur les permanences, c'est quelque chose qui existait avant. Dans l'ancien fonctionnement qui était effectivement très très libre et là, absolument pas contrôlé. C'est plus possible aujourd'hui. Tout le monde ne connaît pas les règles. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous citez 2015 à 2018, mais aujourd'hui, en 2019, c'est plus possible. Donc il faut bien le dire à tous ceux qui nous écoutent, parce que faut être clair, les règles ont nettement changé et se sont nettement durcies. Et si on parle d'argent public, allons-y sur tout l'argent public. Ne soient pas au courant de ces règles. Attendez, quand Radio France, quand la directrice générale de Radio France fait des choses, est-ce que c'est transparent? Est-ce que tout le monde réclame qu'on ait une vision claire de ce qui se passe? L'argent public, il est très présent en France. Il est utilisé non seulement par des élus et par des parlementaires, mais aussi par des tas de fonctionnaires et des tas de personnes qui dirigent des choses sur lesquelles, dans ces cas-là, il faut quand même garder, il ne faut pas aller trop loin non plus. Moi, je rejoins monsieur l'avocat, là, et je pense qu'il ne faut pas aller trop loin, mais
il faut savoir que les règles ont été durcies et qu'aujourd'hui... Et tout le monde ne les connaît pas visiblement, Voilà. pas tous Non, les non, mais parlementaires. bien entendu, c'est pour ça Il y a encore des problèmes visiblement, puisque je les ai, votre collègue Yves Détraigne, c'est le seul dont on connaît le nom à plaider la bonne foi, Arnaud de Belenet. Oui, deux choses. Effectivement, il faut répondre aux besoins de confiance et donc à une certaine forme de transparence. Pour empêcher un certain nombre de fantasmes et de projections aussi. D'une part, moi j'ai le souvenir quand j'étais maire, un de mes voisins, j'ai déménagé à l'intérieur de ma ville. Un de mes voisins est venu me voir en me disant bravo. Et pourquoi? Vous n'avez pas utilisé un camion de la ville, vous n'avez pas utilisé les services techniques de la ville. Mais évidemment, j'ai loué un camion, j'ai fait le déménagement moi-même. Mais c'est dire ce que peut être projeté sur la vie politique. Donc oui, on n'aura jamais fait suffisamment d'efforts de transparence. Tout dire et tout décrier, tout expliquer, je ne sais pas. Je pense qu'on a besoin aussi de préserver la liberté des parlementaires. Et si tout est sur la place publique, quelques-uns chercheront à faire en dehors du cadre. Donc à un moment donné, il ne faut pas être contre-productif. Mais je veux redire ici qu'on a besoin de règles. Aujourd'hui, on a le droit d'acheter un véhicule avec notre indemnité de frais de mandat. On a le droit. Et c'est pour se déplacer dans le cadre de son mandat. Quand on fait 50 000 km, vous êtes sénateur de Paris, pas de problème, un petit véhicule suffit, voire un passe Navigo parfois, ou un taxi ponctuellement. Quand vous êtes élu en grande banlieue ou en province, que vous faites 50 000 km par an, que vous finissez régulièrement à 1h du matin, est-ce que vous avez droit à un tout petit véhicule ou est-ce que vous avez le droit d'acheter un véhicule un petit peu plus sécurisé et confortable? Aujourd'hui, ce n'est pas réglementé. Donc c'est pas assez clair sur ce point-là. Vous pouvez acheter n'importe quel véhicule. Et je pense qu'on met les parlementaires, en danger en ne réglementant pas. Donc il faut améliorer la loi, en tout cas le règlement des deux assemblées sur ces points. On entendait Gérard Longuet parlementaires qui font 50 000... à Gérard Larcher de s'exprimer, à Richard Ferrand. Il doit y avoir une prise de parole publique justement sur ce plan, peut-être Vincent Delahaye. Écoutez, la demande de Gérard Longuet, moi je la partage, parce qu'effectivement les présidents des assemblées doivent s'exprimer. Mais ils doivent s'exprimer aussi pour rappeler ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'améliorations. Alors on peut toujours aller plus loin, c'est vrai, mais aujourd'hui il y a beaucoup de dérives qui sont décrites dans les médias actuellement qui ne sont plus possibles. Donc on parle de période de 2015... Alors, je ne sais pas si c'est 2015 à 2018, parce que 2018, on était déjà dans la nouvelle réglementation. Donc, je pense que ça m'étonnerait que ça touche 2018. Que ça touche 2015, 2016. Ça concerne 8 sénateurs, dont 5 qui sont encore en exercice. Est-ce qu'ils doivent démissionner? Est-ce qu'ils doivent rendre l'argent? Écoutez, moi, pour l'instant, à ce stade, on n'a pas beaucoup d'éléments. Honnêtement, on a un article de presse qui est sorti. On nous dit, voilà, il s'est passé ça. On n'a pas tous les noms. On n'a pas tout ce qui s'est passé. On ne sait pas, les personnes n'ont pas pu se défendre. Donc le minimum, c'est quand même qu'il y ait beaucoup plus d'éléments, que chacun ait pu s'exprimer et qu'en plus, on puisse juger. Suzanne Berniol, votre avis, est-ce qu'ils doivent démissionner, justement, ces parlementaires mis en cause? Pour l'instant, effectivement, je pense qu'ils ne sont potentiellement même pas au courant, donc ça serait un peu compliqué pour eux. Mais effectivement, alors les règles ont progressé. Je serais un petit peu plus nuancée sur la marge de progrès qui s'est opérée, parce que effectivement, je serais plus nuancée sur cette affirmation. Mais effectivement, il y a eu du progrès. En tout cas, encore une fois, c'est pas forcément au sein du Parlement qu'il faut regarder où les marges de progression en termes de transparence sont les plus importantes. À nouveau, au sein des ministères, il y a des choses à faire. On a très peu d'informations. Alors sur la question de l'utilisation de l'argent public par les parlementaires, c'est vrai qu'elle avance très lentement, cette transparence. Alors peut-être est-ce volontaire, peut-être... voilà, mais en tout cas, on n'est pas aussi avancé que ce que j'ai pu entendre. Il y a des améliorations à apporter maintenant. Oui, des améliorations, mais je constate là que pour cette affaire des 15 parlementaires, même si on n'en sait pas grand-chose, c'est quand même la haute autorité de transparence de la vie publique qui aurait saisi le parquet. Donc on voit bien que les institutions qu'on a mises en place... elles fonctionnent, et donc à bout d'un moment, l'exemplarité des décisions qui seront prises ou des conséquences de ces décisions finiront par énerver
l'ensemble du corps parlementaire, si tant est qu'il en ait le besoin, je n'en sais rien. Mais donc, effectivement, on est au début de quelque chose. Je pense en plus que, si vous voulez, on a une petite tendance à confondre des comportements qui peuvent être graves et des comportements qui sont un peu dans cette zone grise. Et donc, cette confusion générale fait que, entre quelqu'un qui est malhonnête et qui se sert de l'argent public et quelqu'un qui peut faire une erreur ou ne pas l'utiliser exactement avec les codes qu'on attend, on a exactement le même traitement. Et je crains ça, c'est-à-dire que pour moi, le droit pénal doit sanctionner les comportements les plus graves et les plus inadmissibles et les sanctionner lourdement, mais il n'est pas là pour sanctionner, je dirais, des failles ou des difficultés. On le disait tout à l'heure pour le président de l'Assemblée nationale, il me semble qu'on est sur des comportements qui sont plus choquants sur le plan déontologique que sur le plan pénal, en tout cas de ce qu'on peut savoir aujourd'hui. Dernière question avant la fin de ce débat, Arnaud de Belenet, est-ce qu'il sera encore ministre de la Transition écologique, François de Rugy, ce soir ? Écoutez, c'est un excellent ministre. Je constate qu'il n'a pas enfreint la loi, qu'il y a des questions qui lui sont posées. Il doit amener des réponses. Est-ce que c'est un sujet à minima de remboursement ? Est-ce qu'il doit démissionner ? Quelle conclusion personnelle il en tire? Qu'est-ce qu'attend le chef du gouvernement? On va le savoir très bientôt et j'aimerais avoir une boule de cristal. Mais ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel et qu'il n'y a pas d'infraction à la loi. Mais ça pose tout de même question. Et donc ça rappelle l'inadéquation entre l'exigence de moralité et de transparence d'une part et le cadre légal. Et que cette zone grise mérite d'être cadrée pour protéger nos élus et éviter les fantasmes et contribuer à renouer un lien de confiance entre les Français et leurs élus qui souvent sont plutôt contraints. Et si j'ai 10 secondes, juste vous dire, quand vous êtes élu de la République et que vous voulez faire des travaux chez vous, vous ne négociez jamais les devis parce que sinon on va vous accuser de faire pression ou d'octroyer des avantages à l'entreprise. Donc être élu, c'est une exigence de chaque jour, y compris dans sa vie personnelle, et nul doute que l'immense majorité s'y soumet. C'est pas si facile que ça. Merci, pas si facile que ça. Et il aura du mal à se maintenir. Merci d'avoir participé à ce débat. Dans le reste de l'actualité, la mobilisation contre la privatisation d'ADP et Aéroports de Paris ne faiblit pas. Les parlementaires, à l'initiative du référendum, ont manifesté place Beauvau pour demander à Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, la mise en place d'un comité de suivi pluraliste des opérations de collecte. Écoutez à ce propos le sénateur socialiste, président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner. Il répondait à Marvin Guglielminetti avec Yann Kersia sur place. Nous demandons, à titre indicatif, au ministère de l'Intérieur de nous donner, non pas une fois par mois, mais une fois tous les jours, le nombre de signatures, y compris par territoire, parce que c'est techniquement possible. On se demande pourquoi aujourd'hui il y a cette forme d'empêchement. Je ne parlerai pas de sabotage, mais d'empêchement. L'explication qui nous est donnée, c'est oui, ce n'est pas prévu dans les textes, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas prévu dans les textes que c'est interdit. Donc si le ministère était beau joueur, il nous permettrait de connaître les chiffres de manière précise, encore une fois à titre indicatif, et avant même la validation des chiffres définitifs par le Conseil constitutionnel. Ça, c'est la première demande. Deuxième demande, c'est que beaucoup de citoyens nous ont dit tout au long de ces 4 semaines, puisque nous sommes presque à la date anniversaire, qu'ils avaient du mal à savoir s'ils étaient vraiment signataires. Il y a des problèmes de récépissé quand on entre dans la procédure qui est extrêmement complexe. Et troisièmement, nous demandons à ce que les préfets préviennent bien tous les maires que chaque commune de France est en capacité de pouvoir recevoir les signatures et les formulaires CERFA. C'est très important. La décision était attendue. Le Comité national de l'agriculture biologique a donné son feu vert à l'utilisation de serres chauffées en agriculture bio, tout en encadrant leur utilisation. Le chauffage des serres est autorisé, mais il n'y aura pas de commercialisation entre le 21 décembre et le 30 avril de fruits et légumes bio produits en France. C'est une décision de compromis pour Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. Il l'a évoqué au Sénat. C'était mardi lors des questions d'actualité au gouvernement. Écoutez-le. Il n'est pas question qu'il puisse y avoir des produits, légumes ou fruits sortant de serres chauffées bio en janvier ou en février. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des gels au mois d'avril ou au mois de mai, lorsqu'il y a beaucoup de pluie qui crée des problèmes, nous sommes bien contents d'avoir des serres qui soient chauffées. Donc la question aujourd'hui, ce n'est pas d'être pour ou contre le chauffage des serres. Même la Fédération nationale d'agriculture biologique n'est pas opposée à cela.
c'est de savoir dans quel cadre nous fixons les règles. Et c'est la règle que j'ai fixée, la ligne que j'ai fixée au Comité national d'agriculture biologique de jeudi, qui devra prendre cette décision. Nous ne sommes pas opposés au chauffage des serres, nous sommes contre la surtransposition, mais nous sommes, et je suis très opposé à la contre-saisonnalité des fruits et légumes. Et on va voir la réaction de la sénatrice socialiste du Lot, Angèle Préville. Elle est avec vous, Alexandre Poussard. Oui, Angèle Préville, le Comité national de l'agriculture biologique a tranché cette question de la tomate chauffée sous serre. Quelle est votre réaction? Elle sera bien autorisée. Oui, et bien, moi, ma réaction, c'est qu'on doit avoir une cohérence par rapport à tout cela. On doit savoir quel modèle on veut avoir en France. On n'est pas obligé de compter avec ce qui se fait dans les autres pays. On aura toujours des moins-disants que nous. Et l'important, c'est de savoir, nous, ce qu'on veut. Les consommateurs, je pense, ne sont pas toujours informés de cette chose-là, c'est-à-dire qu'on fait des serres chauffées. Et puis, je vais faire une petite remarque sur les serres. Le système d'une serre, c'est déjà d'avoir un double vitrage. Et de toute façon, la lumière est piégée. Il fait plus chaud dans la serre, naturellement, qu'à l'extérieur. Et je pense qu'à la période où mûrissent les tomates, elles deviennent mûres, elles mûrissent de toute façon sous une serre plus rapidement, peut-être pas assez rapidement aux yeux de certains, en tout cas, c'est un fait. Et je pense qu'on n'a pas besoin de chauffer. Après se pose la question de comment on chauffe. Si c'est de la chaleur récupérée parce qu'elle est perdue, à la limite, pourquoi pas, mais tous les autres moyens de chauffage, non. C'est juste, quelque part, même si ça va être autorisé, nous... Comment on voit ça? Moralement, est-ce que c'est tenable? On mange les fruits de saison et puis les tomates, elles mûrissent de toute façon. Donc, Alors, dans cette décision, ces légumes cultivés sous serre ne seront pas vendus en contre-saison. Hein. C'était la solution de compromis défendue par Didier Guillaume. Finalement, c'est quand même un pas en avant. Je ne pense pas que ce soit un pas en avant, parce que c'est à nouveau, c'est un modèle productiviste qui veut absolument faire vite et qui oublie que de toute façon, comme je l'ai dit, naturellement dans une serre, déjà ça mûrit plus vite, et puis quand même on est on est dans un climat où les tomates mûrissent, quoi. Donc je vois pas où est le problème, moi, en fait. Mais alors, les défenseurs de la serre chauffée ont plusieurs arguments. Hein. En cas de sécheresse, des légumes cultivés l'hiver sous serre chauffée peuvent compenser les pertes. Ça peut être utile. Oui, enfin, ça peut être utile. Alors là, le problème est beaucoup plus vaste, hein, si on a ce problème-là. Et donc, je ne pense pas que ce soit les serres chauffées qui résoudront le problème, très franchement. Et puis, selon la FNSEA, si on interdit les serres chauffées, cela va créer des distorsions de concurrence, notamment avec les voisins européens comme l'Allemagne. Donc, on peut communiquer sur le modèle français, peut-être, ou sur ce qu'on aurait envie de faire. Donc là, on se met en concurrence on tient compte de cette concurrence-là, alors qu'on pourrait vendre finalement un label ou quelque chose comme ça, qui serait, et puis le dire, quoi. Le public ne le sait pas. Finalement. Là, le problème, il sort parce qu'on évoque cette question-là avec Joël Labbé qui a posé la question l'autre jour. Donc, après, les gens ne le savent pas. Et puis, peut-être que si le public avait meilleure connaissance du sujet, mais il ne les achèterait pas, ces tomates-là. Donc, voilà, moi, je pense que le problème est là. Et de toute façon, tout problème revient toujours au consommateur. Et je pense que très souvent, le consommateur est trompé. Il ne sait pas ce qu'on lui vend, ni comment cela a été produit. Et je pense que s'il y avait une meilleure connaissance, les choix, ils se feraient de toute façon, parce que le consommateur, c'est lui qui est roi, hein, c'est lui qui choisit. Très bien, d'où l'importance de l'information et de traiter ce type de sujet. Oui, merci Angèle Préville d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Alexandre. Au lendemain de la présentation de la loi anti-gaspillage, l'inquiétude des collectivités, elles sont en charge actuellement de la collecte des emballages et elles en tirent des revenus d'ailleurs de la revente des matières les plus valorisables comme le plastique. Mais qu'en sera-t-il demain avec un système de consigne des bouteilles? Avant d'en parler avec mon invité, les explications de Flora Sauvage. En créant un système de consigne, le gouvernement affiche un objectif, 100% de plastique recyclé d'ici à 2025. En la matière, la France est plutôt mauvaise élève. Le taux de collecte des bouteilles en plastique s'élève à 90% en Suède et en Allemagne. Dans l'Hexagone, il chute à 58%. Mais l'apparition de consignes pour recycler fait craindre un manque à gagner pour les collectivités locales qui ont investi dans un système de tri, comme l'explique Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique.
D'autant que les collectivités revendent cette matière première, ce qui représente pour elles une source de revenus. Je peux parler de la ville de Nantes, dont j'ai été l'adjoint à l'environnement. On a investi sur des systèmes de collecte qui permettent le tri sur la chaîne de tri ensuite, et qu'effectivement la mesure qui est proposée ne va pas dans ce sens-là. Néanmoins, nous savons que nos systèmes de recyclage aujourd'hui ne sont pas excellents, et je pense qu'il faut aller vers un système où les deux vont cohabiter. Selon les projections de la Fédération des entreprises du recyclage, le système de consigne va amputer le budget des collectivités de 200 millions d'euros. Mais l'argument ne tient pas, selon les partisans de la consigne. C'est pas parce qu'on a fait des incinérateurs ou des centres de tri qu'il ne faut pas réfléchir à l'amélioration du tri, à l'amélioration de la production de déchets d'une société. Enfin, vous voyez, c'est un peu bizarre de se dire il faut alimenter le centre de tri, il faut alimenter parce que l'on l'a construit, parce qu'on a investi. Un comité de pilotage doit déterminer le montant de la consigne et les matériaux qui vont être concernés. Le projet de loi sera examiné par le Parlement en septembre. Et on continue les réactions avec vous, Alexandre Poussard, avec le sénateur centriste Jean-François Longeot. Jean-François Longeot, la réforme anti-gaspillage du gouvernement va coûter au total 200 millions d'euros aux collectivités. Est-ce que c'est aux collectivités locales de payer? Non, ce n'est pas du tout aux collectivités locales de payer. Je crois qu'il est important, effectivement, de prendre en compte ce traitement. Mais les collectivités locales, aujourd'hui, n'en ont pas les moyens. On ne peut pas encore leur donner une charge sans, effectivement, qu'il y ait une compensation sur l'augmentation de ces charges. Car automatiquement, si la collectivité a cette dépense supplémentaire, elle sera bien entendu répercutée sur nos concitoyens. Et je ne suis pas sûr que de répercuter des dépenses sur nos concitoyens en matière de traitement des déchets, ce soit une bonne solution. Parce que si on veut les inciter à trier encore plus, à effectivement être beaucoup plus citoyens, je crois qu'on ne peut pas d'un côté leur dire vous serez citoyen, vous allez trier, et en plus pour vous récompenser, on va vous demander de payer beaucoup plus cher. De payer. Alors est-ce que l'une des mesures phares de ce projet de loi, la mise sous consigne des contenants plastiques, est une bonne solution qui va vraiment coûter, en tout cas, aux collectivités? Alors bonne, je ne sais pas, c'est une solution. Effectivement, c'est une solution parce que la solution d'interdire tout ce qui est emballage plastique n'est pas la meilleure solution qui puisse exister parce que économiquement, c'est des milliers d'emplois qui vont tomber d'un seul coup, ça c'est certain. Et puis c'est comment on fait demain dans nos cantines. Est-ce que les maires vont encore être obligés de changer leur matériel dans leur cantine pour chauffer leurs aliments qui ne seront plus dans du plastique ou qui ne seront plus servis dans du plastique? Donc c'est effectivement pour moi une solution parmi un certain nombre d'autres. Mais ce que j'aimerais savoir dans les solutions, et c'est ce qui n'est pas aujourd'hui défini, puisque c'est, paraît-il, le décret qui devrait le définir, j'aimerais savoir quels seront les objets qui sont. Est-ce que c'est la bouteille? Est-ce que c'est l'emballage plastique? Est-ce que c'est la bouteille en verre? Est-ce que c'est la bouteille plastique? Est-ce que voilà. Mais je pense que la consigne est une des solutions. D'ailleurs, à ce titre, j'ai fait un rapport sur 100 millions de téléphones portables qui se trouvent dans nos tiroirs. Et en conclusion, j'avais dit, soit les téléphones portables aujourd'hui, il faudra les louer comme on loue une voiture, ou soit effectivement, il faudra une caution pour que nous puissions ramener ce portable pour qu'il soit recyclé et qu'on récupère les terres rares et qu'on recycle surtout aussi les batteries. D'accord, donc ce sont d'autres propositions alternatives. L'une des autres mesures phares de ce projet de loi anti-gaspillage, c'est le renforcement de la responsabilité des producteurs de déchets, notamment des entreprises de différents secteurs de l'économie, comme le BTP, qui va devoir payer plus d'éco-contributions. Est-ce que cette réforme ne va pas alourdir la charge des entreprises et leur activité économique? C'est une évidence, ça va alourdir parce que à partir du moment où aujourd'hui vous procédiez à des démolitions et que vous mettiez tout dans une déchetterie comme ça sans aucun tri, effectivement ça coûtait moins cher. Aujourd'hui il va falloir mettre du personnel pour trier la ferraille ici, le béton ici, d'autres matériaux d'un autre côté. Effectivement ça va coûter plus cher, mais je crois, vous savez, on a un vrai souci aujourd'hui environnemental, on a un vrai souci de récupération de nos matériaux, notamment du sable, parce qu'on n'en trouvera plus suffisamment longtemps. Et je crois qu'il faudra que nous passions par le tri. C'est une contrainte, ça a un coût, mais je crois qu'il faudra que nous passions par là. Très bien, merci Jean-François Longeot. Et vous allez d'ailleurs rencontrer tout à l'heure la secrétaire d'État, Brune Poirson, qui porte ce projet de loi. Je pars chez Brune Poirson, oui, merci. Très bien, merci.
beaucoup Alexandre et Nicolas Soré, membres du bureau de l'Association des petites villes de France. Et mon invité, le face-à-face, c'est tout de suite. Bonsoir Nicolas Soré, bienvenue à vous. Cette écologie du quotidien qui est portée par Brune Poirson, elle menace selon vous les finances des collectivités locales. Pourquoi ? Oui, assurément. Mais avant ça, je voudrais dire une chose. Aux yeux de tous les élus locaux français, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et non seulement on le dit, mais en plus on a mis en application cette maxime avec les ressourceries, les recycleries, les matériothèques, tout ce qu'on a pu faire sur le compostage, etc. Donc nous, on le vit déjà. Sur cette partie de la loi, en fait, on ne vient que consacrer ce que les élus locaux font depuis 10 à 15 ans déjà. Bon. En revanche, c'est le retour de la consigne. C'est pas un retour, parce que ça n'a jamais existé tel que c'est aujourd'hui proposé. C'est important de le dire. C'est-à-dire que quand on dit consigne à quelqu'un, il pense immédiatement la bouteille de verre qu'on rapportait, qu'on lavait, qu'on remplissait et qui repartait dans le circuit. Là, c'est pas le sujet. D'abord, c'est pas le verre n'est pas concerné. On est à 85% de recyclage en France. On est très bon. Il manque 5% pour atteindre les 90%. C'est pas le sujet. Le sujet, ce sont les plastiques. Et je dis bien les plastiques. Et d'ailleurs, au passage, je me permets de dire qu'on est en train de braquer le projecteur sur les bouteilles, mais que dans le grand sujet des plastiques, notamment qui menacent les océans, les bouteilles, c'est rien du tout. C'est epsilon. Les sacs, c'est oui, les plastiques industriels, les plastiques de recouvrement, les bâches, etc. C'est ça le vrai sujet. Les bouteilles, aujourd'hui, on est déjà sur un système qui est particulièrement bien organisé. Il est en France particulièrement bien organisé. Et la loi va désorganiser ce système, c'est ce exactement. C'est le sujet. C'est que la loi, elle va complètement désorganiser un système qui aujourd'hui existe, est performable, et on va en parler, mais qui aujourd'hui nous fait dire à nous, élus locaux, vous voulez, Madame la Ministre, parce que c'est l'objectif européen, atteindre 90% d'emballage plastique recyclé en Europe, ce sera possible en France en 2023. Voilà. Donc nous, parce qu'on est en plein plan de déploiement actuellement de ce qu'on appelle la modernisation des centres de tri, parce que pour mieux collecter... Parce que les collectivités, elles ont investi des millions d'euros justement dans mais ces des dizaines, des centaines de millions d'euros. Ça ne suffit pas, elles ne sont pas assez performantes. Non, ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, la ministre dit il n'y a que 56% du plastique qui est recyclé, des bouteilles qui sont recyclées. On en collecte 98%. Aujourd'hui, en France, il y a 98% des bouteilles qui sont collectées. Alors vous allez me dire, pourquoi il n'y en a que 56% qui sont recyclées? Parce qu'il y en a 40% qui ne sont pas mises dans la bonne poubelle. C'est-à-dire qu'on les prend quand même, les collectivités, mais on les prend. Les gens les mettent dans la poubelle d'ordures ménagères au lieu de les mettre dans la poubelle jaune. Et le vrai sujet, c'est ça. L'information du citoyen, c'est renforcé justement dans le projet de loi. Oui, donc ça, c'est plutôt une bonne mesure. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous habitez à Marseille, à Brest ou chez moi, à Joigny, vous n'avez pas les mêmes règles de tri. En 2022, au 1er janvier 2023, dans toute la France, il y aura les mêmes règles de tri. C'est ce qu'on a appelé la simplification du geste de tri. C'est de vous dire, vous ne vous embêtez plus devant vos deux poubelles, tous les emballages alimentaires vont dans votre poubelle jaune. Mais pour pouvoir dire ça, il faut que l'outil industriel qui est derrière, partout en France, soit modernisé. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Ça a commencé en 2017, ça terminera fin 2022, et au 1er janvier 2023, 100% des Français auront les mêmes règles. Et à ce moment-là, nous disons, on y sera aux 90%. Parce que les chiffres qu'utilise Mme Poirson de 56%... Est-ce qu'on peut encore attendre 2023 face à l'urgence écologique? Mais ça, c'est un sujet. Voilà, ça, c'est un sujet dont on peut débattre avec la ministre. Moi, je suis archi convaincu qu'en mettant autour de la table Citeo, l'éco-organisme, en mettant l'ADEME autour de la table, on peut avancer cette date à fin 2021, peut-être même avant. Tout dépend des moyens qu'on est en capacité d'y mettre. Mais une fois qu'on aura ça, on les aura, les 90%. Tandis que la consigne, c'est un pari. C'est un pari de dire, avec cette consigne des emballages plastiques, on atteindra les 90%. Et puis, vous le disiez, il y a cet énorme problème, c'est que depuis 25 ans, le modèle qui a été construit en France fait qu'il y a environ 20% des recettes des collectivités sur ce sujet des déchets qui sont liées à la revente des matériaux. Quand on vient chercher votre bouteille d'eau minérale au pied de chez vous, eh bien, nous, on la récupère, on massifie, on fait des balles, et puis on vend ça, 350 € la tonne chez moi. C'est 20% du budget qui, par un trait de plume gouvernemental, risque d'être effacé de nos budgets. La seule question qu'on pose, nous, donc à la ministre, c'est face à ce manque à gagner, justement, vous menacez de faire peser ça sur une hausse de la fiscalité pour les citoyens. Mais c'est pas qu'on menace, c'est que, vous savez, un budget... Et comme il faut augmenter les impôts? Mais nous, on ne veut pas. C'est bien le sujet, c'est que moi, je les ai diminués de 10% sur mon territoire cette année. En ayant rationalisé, en ayant revu les équipes, en ayant revu les tournées et les collectes, il est hors de question que j'augmente de 20% ma fiscalité parce qu'il y a une décision du gouvernement qui remet en cause 25 ans d'existence, d'exercice, qui faisait qu'on pouvait revendre nos matériaux. Vous savez, quand on est élu et qu'on se passionne pour ces sujets, on comprend très vite qu'il y a deux clés de succès pour mieux recycler et avant de mieux recycler, mieux collecter.
il faut rapprocher la collecte du consommateur. C'est pour ça que toutes les collectivités françaises, pratiquement, ont mis en place ce qu'on appelle la collecte en porte-à-porte. On vient jusqu'au pied de votre maison, devant votre porte, chercher votre poubelle. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 28 millions de foyers, 28 millions de points de collecte. Demain, avec le système de la consigne, il y en aura 110 000. C'est-à-dire que les gens vont devoir faire parfois plusieurs kilomètres pour aller ramener leur emballage. On sait tous que ça ne fonctionnera pas. Deuxième sujet, c'est qu'il faut simplifier le geste de tri. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Alors, il y aurait quand même un comité de pilotage composé d'élus, de fabricants de produits, d'industriels, d'associations, qui va étudier toutes ces questions et qui va essayer justement de trancher. Vous avez bon espoir que ça Oui, alors, évolue un petit peu sur la méthode, si je peux me permettre. La première réunion a eu lieu il y a 10 jours pour un projet de loi qui a été présenté en Conseil des ministres hier et avec un projet de loi qui arrive au Parlement en septembre. C'est-à-dire qu'en gros, la concertation, c'est juillet-août. N'importe quel élu local qui fait une enquête publique en juillet-août se fait dézinguer par un tribunal administratif en disant c'est pas très sérieux de faire ça en plein été. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, ça fait plusieurs fois qu'on pose ces questions. Hein, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on dit mais on n'est pas contre, mais simplement qu'est-ce qu'il advient pour nos collectivités? Qu'est-ce qu'il advient pour les normes outils industriels qu'on a mis en place? C'est ce qu'on demande. On demande des réponses. Et si on n'a pas ces réponses, eh bien on demande qu'on abandonne cette idée de la consigne. Il ne faut pas s'accrocher à la consigne. C'est une mauvaise idée, complètement la consigne. C'est l'objectif qui est le seul truc qui est intéressant pour la ministre comme pour nous, et on partage cet objectif, c'est d'avoir 90% d'emballage plastique recyclé. Il n'y a que ça qui compte. Tout le reste, c'est de la littérature. Nous, on est d'accord sur l'objectif. On dit simplement à la ministre, vous proposez un chemin, on en propose un autre. La différence entre les deux, c'est que le nôtre, il a déjà coûté 1,4 milliard d'euros. Donc on ne va pas rayer tout ce qui a été fait depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans sur un territoire, où on a optimisé pour que ça coûte le moins cher possible aux contribuables, simplement parce que vous vous êtes dit que la consigne, c'était mieux. Et je me permets, pour terminer, de dire qu'il faut faire hyper attention avec les comparaisons internationales qu'on nous fait, parce que c'est le grand argument. Vous l'avez entendu, c'est ça se passe ailleurs en Europe, il n'y a pas de raison que ça se passe. Mais sauf qu'il y a 25 ans, ils n'ont pas fait le choix qu'a fait la France. La France, elle est héritière, là, en 2019, d'une histoire qui a engagé les collectivités, qui a engagé les élus, qui, au nom de leurs habitants... Quand on cite l'Allemagne en exemple, c'est pas un bon exemple? Non, c'est pas un bon exemple. Pour mille raisons qui seraient compliquées, parce qu'il faut rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'ils prennent exactement, d'où ils viennent, est-ce qu'ils avaient fait porter les investissements par les collectivités françaises, comme ça a été le choix de la France depuis 25 ans. Et en fait, on n'a pas du tout la même histoire. Voilà, on n'a pas eu la même histoire. Donc c'est extrêmement difficile de comparer. Mais encore une fois, l'unique objectif, c'est de récupérer et de recycler surtout 90%. Mais je veux dire là une position beaucoup plus personnelle. Le vrai courage dans cette loi, ce serait de dire aux industriels qui mettent sur le marché des emballages dont on sait à la seconde même où ils le mettent sur le marché que nous ne saurons pas les recycler parce que ces matériaux ne sont pas recyclables, que ce n'est plus possible. Il y a quand même la responsabilité élargie des producteurs de déchets, la fameuse REP. Ça, c'est quand même une mesure à destination justement des producteurs de déchets. Oui, mais d'accord, mais ce n'est pas du tout ça qui permet d'interdire la mise sur le marché d'un emballage dont on sait déjà que ça va recycler. Pourquoi on autorise encore en France d'avoir des pots de yaourt en polystyrène? On ne sait pas recycler le polystyrène. C'est un matériau qu'on ne sait pas déconstruire. Pour autant, on continue. Et cette loi, je me permets de le dire, elle n'a pas vocation à diminuer la production du plastique en amont. Sa seule ambition, c'est de mieux organiser l'aval. Mais le vrai sujet, il est en amont. C'est que c'est en amont qu'il faut moins produire de plastique, avant de se poser la question de savoir comment on le récupère. Et là, la loi est silencieuse sur ce sujet. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Je vous le disais en titre, la taxe GAFA a été adoptée définitivement par le Parlement ce matin, après un ultime vote du Sénat. Dans un contexte accru de tensions avec les États-Unis, on va en débattre dans un instant, mais avant cela, on retrouve Quentin Calmet, toujours depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Quentin, comment se sont déroulés les débats ce matin ? Eh bien Delphine, sénateurs Les Républicains, sénateurs centristes, sénateurs socialistes, tous ont voté pour cette taxe sur les GAFA, à l'exception des communistes selon qui cette taxe ne va pas assez loin. Et donc ce matin, on a entendu plusieurs arguments soulevés par les sénateurs, certains pour, certains contre. On va en énumérer certains. Commençons par Albéric de Montgolfier, il est rapporteur général LR du budget au Sénat. Et s'il dit que cette taxe est, je cite, novatrice, il dit également que son application franco-française est une limite. Les négociations à l'échelle européenne, effectivement, elles ont échoué. Mais écoutez Albéric de Montgolfier. Désormais, la taxe sur les services numériques va pouvoir entrer en vigueur, concrétisant notre volonté, que nous partageons tous, de parvenir à une plus juste imposition des géants du numérique, et je dis bien dans l'attente d'une solution internationale plus adaptée et pérenne. Monsieur le ministre, donc c'est aujourd'hui
C'est plus un encouragement, c'est plus une étape vers une solution qui, à défaut d'être européenne, doit être au niveau de l'OCDE, avec évidemment une certaine prise de risque dont nous sommes tous conscients. Et c'est de cet esprit que le Sénat a souhaité adopter, réussir cette commission mixte paritaire et adopter cette taxe qui est encore une fois très novatrice. Voilà, une taxe novatrice. Vous entendez cet encouragement adressé par Albéric de Montgolfier. Même chose sur les bancs de la gauche, et là c'est encore plus surprenant avec le sénateur PCF Pascal Salvoldelli. Écoutez son argument. Moi j'ai été satisfait de vos propos. Il faut tenir par contre. Mais il faut en prendre la valeur. Vous avez raison. Il faut faire respecter notre souveraineté nationale. Et ne pas accepter ce comportement d'extraterritorialité que s'offrent les États-Unis. Donc il y a une procédure, il faut tenir bon, voilà. Et on ne peut pas accepter cette forme de protectionnisme, voilà. Voilà, dernier moment fort, Delphine, que je vous proposais de revivre aujourd'hui avec ce moment où ce matin, Jean-Marc Gabouty, vice-président RDSE du Sénat, a évoqué les menaces, vous en parliez à l'instant, de Donald Trump. Je le rappelle, Donald Trump qui annonce une enquête, l'ouverture d'une enquête à Washington suite au vote de cette taxe sur les GAFA. Eh bien, selon Jean-Marc Gabouty, il y a là, avec cette menace de Donald Trump, un honneur pour le Parlement français et le sénateur RDSE qui évoque également le fait que Donald Trump commente et regarde beaucoup la télévision. Et écoutez Jean-Marc Gabouty. Le président Trump lui-même, dans un élan impérialiste qu'il affectionne, a demandé hier à son administration, comme vous le rappeliez, monsieur le rapporteur, une enquête sur l'instauration d'une taxe GAFA en France. Je ne sais pas si le président Trump peut capter Public Sénat, mais sa marque d'intérêt pour le texte dont nous débattons ce matin est un réel honneur pour nous, même si la démarche n'est pas forcément inspirée par la plus grande bienveillance. Voilà, Donald Trump regarde-t-il Public Sénat, Delphine? Est-il en train de vous regarder en ce moment même dans Sénat 360? L'histoire, malheureusement, ne le dit pas. On espère, Quentin, et vous le disiez justement, eh bien c'est dans un contexte accru de tension entre la France et les États-Unis que cette taxe a été votée. Les États-Unis qui entendent donc enquêter sur ces pratiques commerciales jugées déloyales et qui pourraient prendre des mesures de rétorsion comme des droits de douane punitifs. Avant d'en parler avec mes invités, on fait le point avec Stéphane Amalian. Après la guerre commerciale qui oppose Washington à Pékin, Paris est dans le viseur de Donald Trump. En cause, la taxe dite GAFA, tout juste adoptée par le Parlement, qui vise à créer un impôt sur les activités des géants du numérique, dont les entreprises américaines Facebook, Apple, Google et Amazon. Alors que les États-Unis menacent de répliquer avec des droits de douane sur les produits français, Bruno Le Maire reste ferme et veut croire au dialogue. Je tiens à dire qu'il existe d'autres moyens, entre alliés, de régler nos différends que par la menace. Je tiens à dire également que la France est un État souverain, qu'elle décide souverainement de sa fiscalité et qu'elle continuera de décider souverainement de sa fiscalité. Le texte adopté prévoit notamment une taxe de 3% sur les entreprises du numérique, dont le chiffre d'affaires dépasse 750 millions d'euros à l'international et 25 millions d'euros en France. L'État espère empocher 500 millions d'euros par an, pas suffisant pour certains sénateurs qui ont tout de même soutenu la mesure. Je pense que M. Trump aurait été encore plus fâché si la version qu'on souhaitait était passée. Non, je pense que c'est le minimum ce qui est passé aujourd'hui. Et ce minimum met hors de lui encore M. Trump qui sur tous les sujets menace, et là il menace la France. Le G7 des ministres des Finances se tiendra en France à la mi-juillet, l'occasion pour Bruno Le Maire de s'entretenir avec son homologue américain. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Sophie Taillé-Polian, bienvenue à vous. Vous êtes sénatrice Génération S, apparentée ici au groupe socialiste, sénatrice du Val-de-Marne. Philippe Dominati est également avec nous. Bonsoir, sénateur LR de Paris. J'accueille également Giuseppe de Martino. Vous êtes président de l'association des services Internet communautaires, l'ASI, qui regroupe notamment Amazon, Google, Facebook, ces fameux GAFA. Et Julien Pelfig est également sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes économiste, spécialiste justement de ces questions liées aux problématiques
politique, juridique et fiscale. Giuseppe de Martino, on a entendu justement les États-Unis décider d'ouvrir une enquête sur les effets de cette taxe. Vous allez plutôt dans ce sens pour vous, cette taxe va pénaliser les entreprises françaises? C'est les rumeurs qu'on entend et ça ne vient pas, contrairement à ce qu'on a pu entendre, seulement du président Trump. Les premiers mouvements qu'on a entendus en ce sens, c'est les sénateurs démocrates qui se sont mobilisés pour dire mais comment on peut viser nos entreprises à l'étranger? Nous allons faire de même. C'est une espèce de loi du talion, loi du plus fort, qu'on regrette, mais en même temps, cette loi qui a été adoptée a été improvisée, sans étude d'impact, sans tenir compte des négociations qu'il y avait lieu au niveau international, au niveau de l'OCDE. Donc, quelque part, l'arroseur, Bruno Le Maire, est arrosé. Et donc, il faut prendre au sérieux ces menaces Tout à fait. Oui, de la part des États-Unis. Quelles en seraient les conséquences sur l'économie? Alors, ça serait tout simplement une taxation des acteurs français dans les secteurs où nous, Français, nous avons le plus de renommée, que ce soit le luxe, la gastronomie, le vin notamment. Et c'est encore une fois regrettable en tant que Français de voir ces pans de l'économie taxés. Mais encore une fois, on a tout fait en France en mettant ainsi le bio sur la tête pour être pointé du doigt. Et pourtant, la France, je le disais, le premier pays à imposer cette taxe. Philippe Dominati, il fallait qu'elle montre l'exemple, la France. Écoutez, moi, je suis très réservé sur la taxe puisque j'ai voté contre en première lecture. Je crains que d'abord, lorsqu'il y a un impôt nouveau, il faut bien savoir qui le paye. Et dans mon esprit, je crains que ce soit le consommateur français. Si ces services pour le consommateur français sont de 3% supplémentaires à ceux de nos voisins, en réalité, on aura une double taxation. Celle du consommateur français et peut-être une pénalisation du champagne, du cognac, etc. Bon, donc je pense que effectivement, dans un contexte international, ce qui est intéressant, c'est de discuter avec ses voisins et normalement, c'est un effort européen. La France veut précéder les autres pays d'Europe parce qu'on est plus intelligent ou plus capable en taxation que d'autres. On est des experts en taxation, donc on veut montrer, être en avant-garde. C'est les raisons pour lesquelles j'avais voté contre. Il est évident qu'il faut revoir le système de prélèvement fiscal sur les géants du numérique, mais il faut le faire avec d'autres. Il n'y a que 26 entreprises françaises concernées dans cette taxe. 26 entreprises, dont aucune française ou peut-être une française. Voilà. Sophie Taillin et Paulian, votre regard sur ces débats? Écoutez, il y a quand même un problème. Il y a un problème, c'est que à la fois les entreprises, les multinationales du numérique, mais d'ailleurs la plupart des grandes multinationales, échappent presque à l'impôt par des comment dirais-je, des dispositifs qu'elles mettent au point, parce qu'elles mettent beaucoup d'argent finalement pour ne pas payer les impôts. Et donc on arrive dans une situation où il y a quand même un ras-le-bol, parce qu'il y a une vraie injustice fiscale et qu'il faut traiter ce problème. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudrait le traiter à un niveau international, à un niveau européen. Seulement la réalité, c'est qu'on n'y arrive pas, parce qu'on est peut-être les champions de la taxe, mais les autres sont les champions du dumping ça n'a pas abouti, fiscal. On rappelle, et donc oui, ça n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que ceux qui pratiquent le dumping fiscal, ils ne veulent pas jouer la carte de la coopération. Ils refusent la carte de la coopération. Et M. Trump refuse la carte de la coopération. Mais est-ce que quand M. Trump a décidé de baisser de manière unilatérale et tout seul les impôts aux États-Unis dans une optique de concurrence et de dumping fiscal, on a réagi comme ça? Ben non. Donc à un moment donné, cette taxe, elle est sur un rendement, elle est d'un rendement quand même faible. C'est son symbole qui est fort. Et on voit que son symbole est tellement fort que ça fait réagir. Donc moi, je dis très bien. Ça gêne, et ben remettons-nous autour de la table et faisons aboutir les projets au niveau européen. C'était un peu ça l'objectif aussi, de dire qu'il fallait enclencher la machine. Donc il ne faut pas avoir peur des résultats que ça donne, parce qu'on voit bien que le problème est là et que par la voie uniquement de l'attente, de la négociation, etc., on n'arrive à rien. Ça fait combien d'années qu'on en parle? Julien Pelfig, il y aura des effets pervers justement à la création de cette taxe? Je pense qu'il y aura des effets pervers, même hors la réaction des États-Unis. La taxe, je suis tout à fait d'accord avec mon voisin. À mon avis, l'effet économique de la taxe sera répercuté sur les consommateurs et les utilisateurs des plateformes. Donc, in fine, alors que c'est une taxe qui était conçue au départ pour restaurer une forme d'équité fiscale,
il est très probable que l'effet soit l'inverse, c'est-à-dire que ce soit les utilisateurs de la taxe qui la payent, donc ça se transforme en taxe sur la consommation. Donc ça, il me semble que cette taxe est mal conçue de ce point de vue-là. Après, au-delà de ça, il y a effectivement l'effet de la... est nécessaire en termes notamment d'exemplarité. Oui, alors il y a en effet cette question de quel est le meilleur moyen d'arriver à un consensus international. Donc c'est sûr que la problématique de la fiscalité internationale est internationale. Donc la bonne solution, c'est un consensus. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive, quelle est la meilleure stratégie pour aboutir au consensus? Est-ce que c'est par la voie de la négociation, donc qui a lieu à l'OCDE, ou alors est-ce que c'est en mettant en place des mesures unilatérales? Parce qu'on pense que ça permettra d'aboutir plus rapidement à un consensus. C'est difficile de savoir quelle est la meilleure stratégie. Ce qui est sûr, c'est qu'une mesure unilatérale, elle peut aussi précipiter d'autres mesures unilatérales et donc des espèces de guerres commerciales plutôt que le consensus. On est dans une guerre commerciale, Sophie Taillé. Oui, on est. Moi, je suis frappée en disant cette taxe, elle va aboutir sur les consommateurs. Mais aujourd'hui, quand on voit partout, dans le monde entier, les taux des impôts sur les sociétés baisser, vous croyez que c'est qui paye à la fin? Mais c'est les gens par la TVA, c'est les ménages. Oui. Donc, de toute manière, c'est ce qu'on observe partout. Donc, qu'on essaye de mettre en place des dispositifs qui touchent un certain nombre de transactions numériques où on prend les données des gens et après on fait plein d'argent avec sans jamais avoir à payer, eh bien, ça ne me choque pas parce que de toute manière, ce que vous dénoncez, c'est déjà le cas. Et c'est déjà le cas avec ce dumping fiscal majeur qui finit tous les États à se reporter sur les ménages qui, eux, sont captifs ou sur les petites entreprises. Donc, moi, je veux bien qu'on attende indéfiniment d'états de décision qui n'arrivent jamais, mais je pense qu'à un moment donné, il faut montrer... Il faut rééquilibrer le rapport de force, c'est ce voilà, que vous dites, Giuseppe Di Martino. Et Monsieur le maire avait évoqué le fait qu'il souhaitait saisir le Conseil constitutionnel, parce que cette loi pose quand même problème. Et comme par hasard, on n'entend plus parler. C'est ce que vous dites. A priori, on le pense. Donc, j'en profite, je suis à Public Sénat. Peut-être Monsieur Dominati pourra nous aider à saisir le Conseil constitutionnel pour qu'on regarde la vérité en face. Ce texte, dans le fond, ne tient pas la route. Et en tout cas, par rapport aux discussions à venir à l'OCDE, et encore une fois, un coup d'épée dans l'eau. Le dernier couac gouvernemental sur ce sujet, c'était un dividende exceptionnel fait par le président Hollande. L'État a dû rembourser, ça nous a coûté 6 milliards. Et ça risque d'être exactement le cas pour les mêmes raisons constitutionnelles. Effectivement, à partir du moment où on cible qu'une partie très précise des sociétés, en l'occurrence taxées, on a ce risque et ça serait bon d'avoir l'avis du Conseil constitutionnel. Deuxièmement, au moins il y a une certaine habileté et M. Trump prend service au gouvernement français parce que rarement j'ai vu une taxe nouvelle qui suscitait aussi d'enthousiasme, aussi d'adhésion. Il faudrait qu'à chaque taxe, on ait une réaction qui permette de solidifier, je dirais, l'enthousiasme populaire pour que il a raison quand même, ceux qui Bruno vont Le payer Maire, la taxe soient d'accord au nom d'un certain nationalisme. La France est souveraine en matière de décision fiscale. Bien sûr que la France est souveraine, mais c'est mieux de fonctionner avec nos partenaires européens. C'est tout ce que je dis. Bon, on a été les premiers à faire la taxe sur les billets d'avion en disant on sera suivi. Personne ne nous suit ou presque personne ne nous suit. Ça existe déjà dans d'autres pays européens. Tous les consommateurs français payent la taxe sur les billets d'avion. Non seulement on en crée une deuxième maintenant pour l'écologie. Donc à chaque fois on est innovant en matière de taxation en France et ce gouvernement est comme celui précédemment très inventif sur les taxes nouvelles. Alors moi j'ai une chose à dire, c'est-à-dire que peut-être que si ces grands groupes qui brassent des milliards arrêtaient toutes ces procédures judiciaires et se mettaient autour de la table pour voir comment il est normal que les entreprises qui créent de la richesse contribuent au financement du service public, des infrastructures, toutes ces entreprises qui ne cherchent toujours qu'une chose, c'est à échapper à l'impôt, alors qu'il est juste, il est logique, il est équitable de penser que ces entreprises, comme les autres, doivent contribuer à leur juste part. Moi, je veux dire, et ça me révolte, et ça révolte tant et tant de Français. Il y a eu autre chose que je voudrais ajouter sur ce projet de loi, parce que le plus important de ce projet de loi, c'est quand même le fait que le gouvernement diminue un petit peu la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. On en parlait, tout le monde baisse l'impôt sur les sociétés pour financer des mesures qui ne sont d'ailleurs par là même que financées très très partiellement. Donc la question quand même du bouclage du budget de l'État reste pleine et entière. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a un problème avec l'IS, c'est-à-dire qu'il y a eu en effet un mécanisme de concurrence fiscale au niveau mondial qui fait que tous les États baissent leurs impôts, qu'à la fin, les recettes fiscales liées à l'IS baissent sans cesse. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, à mon sens, c'est un problème d'État, c'est pas un problème d'entreprise. C'est-à-dire que le problème, ce sont les États qui mettent en œuvre toutes les mesures possibles pour attirer les investissements des entreprises. Je trouve que c'est un peu facile de pointer du doigt les entreprises, parce que finalement, elles ne font que réagir aux incitations qu'on leur donne. C'est un peu difficile de
dire aux entreprises, soyez gentilles et ne profitez pas des incitations fiscales qu'on vous donne, alors même que ce sont les États qui les donnent. À mon avis, je suis d'accord avec vous qu'il y a un problème et que la baisse de l'IS, elle est compensée par une augmentation de la TVA, donc le mix fiscal devient de plus en plus régressif, et c'est un problème qui est à peu près mondial, mais pour moi, c'est un problème d'État plus qu'un problème d'entreprise. Les entreprises, est-ce qu'elles échappent vraiment à l'impôt justement? Non, les entreprises visées payent plus des dizaines de milliards d'impôts aux États-Unis. Le problème, c'est que les élus français, les élus européens n'ont pas su créer l'Europe communautaire fiscale. Donc on ne va pas le reprocher aujourd'hui à ces entreprises de jouer avec les outils que l'Europe... C'est ça, vous jouez. Oui, parce que l'Europe les a créés. Vous n'avez pas su vous y opposer, vous n'avez pas su mettre en place les bonnes pratiques et les bonnes règles. Ne reprochez pas aux entreprises votre incapacité à prendre de bonnes mesures et à les faire voter. On va réécouter Bruno Le Maire, puisqu'il a un peu plus détaillé son projet. C'était ce matin, donc, dans l'hémicycle du Sénat, on l'écoute. Nous avons un rendez-vous important dans une dizaine de jours à Chantilly pour le G7 des ministres des Finances, et j'accueillerai à cette occasion le secrétaire américain au Trésor. Nous avons des travaux qui sont engagés au niveau de l'OCDE. Je souhaite que nous trouvions le plus rapidement possible, au niveau du G7 des ministres des Finances, puis au niveau de l'OCDE, une solution internationale sur la taxation du numérique. Et chacun doit avoir conscience que dans ce nouvel modèle économique, dans lequel les données créent de la valeur, il serait injuste et inefficace que les entreprises du numérique ne soient pas taxées au même niveau que les autres entreprises classiques, celles qui ont fait l'économie du XXe siècle. Yves de Minette, il ne ferme pas la voie au dialogue, il attend toujours justement peut-être une harmonisation fiscale. Non mais là le ministre a raison, il est vrai qu'il doit y avoir une contribution, je dirais, de la part des grandes entreprises. La préoccupation des Européens devrait plutôt être aussi de se dire pourquoi ces 5 entreprises-là, alors qu'elles ne nécessitent pas de matières premières spécifiques autrement que l'intelligence et l'innovation, ont été créées aux États-Unis et pas en Europe. Les Européens ont participé à la première révolution industrielle, à la deuxième, ils sont absents à la troisième, c'est-à-dire le numérique. Et tout ce qu'on est capable de proposer comme solution, c'est une taxation nouvelle. Et donc, il serait plus intéressant de voir pourquoi on n'a pas des entreprises européennes qui font partie des 5. C'est à cause de l'imposition aujourd'hui, c'est ça freine la création d'entreprises, c'est ce que vous dites? Qui dominent le monde par le numérique. Il faudrait, la réponse européenne serait beaucoup plus judicieuse que de dire je vais rajouter 3% et finalement c'est le consommateur européen ou français qui va les payer. Alors, pour l'instant, ça va être le consommateur français. Peut-être qu'un peu plus tard, ça sera le consommateur européen. C'est vrai qu'il faut trouver un mécanisme plus intelligent. Maintenant, la baisse de taxation des sociétés françaises, elle intervient après toutes les autres pour garder un minimum de compétitivité. Ce n'est pas un cadeau fait aux sociétés. C'est en réalité ce phénomène qui est fait par les Allemands, par les Anglais, même par les Italiens et par tous nos voisins. La France le fait avec retard, parce qu'on a un déficit très important, vous le savez très bien. Ce n'est pas du tout un cadeau fait aux sociétés et aux grandes sociétés, c'est simplement préserver l'emploi, préserver de la croissance pour que nos sociétés restent un minimum compétitives. Alors, la compétitivité, ce n'est pas qu'un problème d'impôt. La compétitivité ne se résume pas à ça. Et les problèmes de compétitivité en France, c'est beaucoup plus lié aussi à l'innovation et à beaucoup d'autres choses de ce type, parce que par ailleurs les Français ont une très bonne productivité, ils travaillent beaucoup, et effectivement, par contre je rejoins, c'est vrai que c'est aussi parce qu'il y a un échec du projet européen et le fait qu'il n'y a pas eu de coopération réelle entre les États et que chacun joue sa partition les uns contre les autres, et ça c'est vraiment un réel problème de fond au niveau de l'Europe, mais qui ne sera malheureusement pas résolu par les nouveaux petits arrangements entre la droite avec Madame Merkel, le centre droit avec Monsieur Macron, qui aboutissent à la commission que nous connaissons. Et ça va continuer comme ça, et c'est absolument, je dirais, très grave, parce qu'au final, c'est le consentement à l'impôt, les citoyens se demandent à quoi sert tout cela. Julien Delfig, on rappelle quand même que cette taxe, elle a été annoncée par Emmanuel Macron en pleine crise des Gilets jaunes, et ça doit contribuer à financer les 10 milliards d'euros de ces mesures d'urgence qui ont été votées ici par le Parlement fin décembre pour calmer cette colère. La France a besoin justement de cet argent, de cette taxe. Mais oui, mais c'est là où je me reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur l'incidence de la taxe. C'est-à-dire que si cette taxe, ultimement, est répercutée dans le prix des biens de consommation qui sont vendus via les plateformes Internet et dans une réduction de la marge des marchands qui passent par les plateformes Internet, à la fin, c'est toujours les consommateurs, donc les plus pauvres, qui vont la payer. Donc c'est le contraire d'une taxe progressive qui viserait plutôt à taxer les actionnaires de ces grandes entreprises. Donc, même si je suis d'accord pour dire que c'est le cas aujourd'hui, parce qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est une réduction du rendement de l'impôt sur le capital et donc avec la charge fiscale
et reverser sur des taxes sur la consommation. C'est un problème, mais je veux dire, c'est pas résoudre ce problème que d'inventer une nouvelle taxe qui va être payée par les consommateurs. Donc je pense que c'est une mauvaise réponse à la problématique des gilets jaunes, pour moi. De Martino, on parlait de ces sanctions, cette menace de sanctions de la part des États-Unis. On peut s'attendre à des droits de douane punitifs, ça c'est une option? C'est ce qu'on entend. Moi je pense aux viticulteurs français qui demain veut faire de la publicité sur Facebook. Il paiera plus cher puisque la taxe sera répercutée chez lui en France. Et en plus, quand il voudra exporter son vin aux États-Unis, il sera encore plus taxé. Donc, on aurait dû penser à tous ces mécanismes avant de sortir du chapeau des chiffres, un texte absolument pas préparé et faire, comme vous le disiez, un peu de démagogie en surfant sur la vague des Gilets jaunes. On est dépendant alors des décisions des États-Unis. Il y a quand même. Les États-Unis, un État souverain fiscal comme la France. Donc, les décisions que prendront les États-Unis seront à déplorer en France. Mais encore une fois, la solution passe par une négociation au niveau international. Et l'OCDE, on ne le dit pas assez, fait son travail, le fait de manière très sérieuse, avec une certaine lenteur, mais sans doute. Avec des réticences, on rappelait, de l'Irlande, de la Suède, du Danemark ou de la Finlande. Alors, pardon, Julien Pellevic. En fait, je ne sais pas exactement ce que va faire Donald Trump, mais les décisions, ce qu'il évoque, ce ne sont pas des décisions unilatérales américaines, c'est de porter le sujet devant l'OMC. Donc c'est une organisation internationale et il y a des traités qui ont été signés par la France. Donc on reste dans un dispositif de droit. Enfin, je veux dire, il s'agit pas. Enfin, si on reste dans ce cadre-là, c'est un dispositif de droit, c'est-à-dire que l'OMC jugera si la taxe française est contraire au traité signé par la France. Et donc, dans ce cadre-là, on verra. Mais ce n'est pas juste de la mesure punitive. Oui, on est dans le cadre d'un rapport de force, effectivement. Donc, nous, on a fait cette taxe. Alors, effectivement, on aurait préféré que ce soit sur les bénéfices et pas... bien sûr, bien entendu. On trouve un peu les choses qu'on peut trouver pour continuer à mettre la pression sur cette question parce qu'il faut que ce soit résolu. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi on considère qu'il faut continuer les discussions au niveau de l'Europe, au niveau de l'OCDE pour que ça aboutisse et que cette taxe puisse être immédiatement arrêtée dès que les solutions seront trouvées. C'est une manière de dire qu'il y a un certain nombre de pays qui considèrent que maintenant ça doit cesser cette injustice fiscale majeure qui se fait au détriment aussi des petites entreprises et au détriment des ménages qui finissent toujours par payer à la fin. Philippe Dominati. Oui, la procédure américaine n'est pas une procédure exceptionnelle. Elle s'applique à de nombreux pays, à de nombreux produits. C'est l'article 301 qui considère que si une taxe est discriminatoire, c'est-à-dire si elle ne correspond pas au commerce international, il y a une discrimination particulière vis-à-vis des entreprises américaines et il y a une rétorsion financière généralement supérieure vis-à-vis des entreprises concernant ce pays. Mais ce n'est pas une nouveauté pour la France, c'est une procédure largement appliquée aux États-Unis et dont de nombreux pays sont victimes. Donc il y a un délai de 1 an et effectivement on peut craindre le pire. La recette de la taxe, elle est de 400 millions d'euros pour le budget de cette année. Donc on est bien loin des revendications des Gilets jaunes. Oui. Mais 650 millions en 2020, c'est aussi ce qui est voilà, prévu. donc on n'est pas... il y a quand même un gap exceptionnel entre la manifestation des Gilets jaunes et les recettes attendues de la taxe. Il n'y a que la voix unanime de l'Europe qui peut faire contrepoids. Et deuxièmement, c'est l'intérêt aussi des États-Unis de taxer ces entreprises, parce que comme cela a été dit, une grande partie des bénéfices ne vont ni en Europe ni aux États-Unis. Ils vont dans un certain nombre de pays avec la fiscalité trop allégée. Et donc, l'intérêt commun des grands pays, c'est de trouver une nouvelle mode de fiscalité pour ces entreprises. Julien Pellevic, ça veut dire quoi? On ne peut pas s'attaquer, on ne peut pas imposer, taxer justement ces géants du numérique, c'est impossible? Le cadre de la fiscalité internationale, il a été conçu dans les années 30. Donc, à l'époque où l'économie était complètement différente d'aujourd'hui, les multinationales étaient très petites. Et puis, c'était des entreprises physiques avec des bureaux de représentation, des usines, etc. Et le système a finalement assez peu évolué jusqu'à aujourd'hui. Donc, évidemment, ça ne fonctionne plus. Mais il ne faut pas regarder juste les entreprises du numérique, qu'elles soient d'ailleurs géantes ou pas. C'est l'ensemble de l'architecture du système fiscal mondial qui est à revoir. Et donc c'est l'entreprise qui a été engagée par l'OCDE, qui effectivement a fait de nombreuses avancées dans le cadre du projet BEPS. Simplement, on comprend bien que c'est un problème pour lequel il est difficile d'obtenir un consensus, parce que si vous voulez, le profit des entreprises, c'est à peu près 11 000 milliards de dollars par an. Et ce dont on est en train de parler, c'est comment est-ce que les États se partagent ce gâteau. Donc il faut se mettre d'accord sur une règle de partage de gâteau. Et c'est très difficile parce que chacun essaye de choisir la règle qui lui donne la plus grande part. Mais le problème, c'est que si on n'arrive pas
à trouver une nouvelle règle de partage de gâteau. Chaque État va décider unilatéralement de la partie. C'est ce qu'a fait la France. On l'a vu avec l'adoption de cette taxe GAFA. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Avant de se quitter, on retourne dans l'hémicycle puisque hier, il n'y a pas eu d'accord entre députés et sénateurs. Quentin, sur la loi mobilité, expliquez-nous ce qui s'est passé. Effectivement, la CMP a échoué, c'est-à-dire la réunion entre députés et sénateurs pour trouver une même version du texte sur les transports. Cette réunion a échoué. Rappelez-vous, la loi sur les transports, elle permet l'assouplissement des 80 km/h sur les routes nationales et les départementales, également l'encadrement des trottinettes électriques et surtout, elle dote les communautés de communes de la compétence sur les transports. Mais problème pour les sénateurs, cette compétence, elle n'est pas dotée de financement suffisant. Et donc, hier, ce point sur les financements de la loi transport pour les collectivités locales, les sénateurs et les députés, ils en ont débattu pendant 2 heures. Un sénateur présent nous a raconté que, on ne pouvait pas traiter, je cite, les collectivités comme cela. Pour essayer de convaincre les sénateurs, la ministre des Transports a envoyé un courrier. Regardez, c'était il y a 2 jours. Dans ce courrier envoyé à tous les membres de la CMP, elle a expliqué que le Premier ministre l'avait indiqué. Dans le cadre de la réforme annoncée des finances locales, il y aurait des mécanismes financiers incitatifs au bénéfice des autorités organisatrices qui mettent en place des bouquets de services. En gros, c'est reporté à plus tard, à la loi de finances locales. Ça, les sénateurs, ils n'en veulent toujours pas. Ils veulent vraiment savoir tout de suite comment financer effectivement cette compétence des transports. Pas d'accord donc hier entre députés et sénateurs et c'est un problème pour cette loi transport car ça reporte au moins à la session de septembre voire à la session d'octobre une nouvelle lecture de la loi LOM. Beaucoup de retard donc pour cette loi à prévoir. Merci beaucoup Quentin pour toutes vos précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes avec Rebecca Fitoussi à 18h30 et son émission On va plus loin sur Public Sénat.